Je suis allé rencontrer le docteur François Ledoz, l'inventeur de l'intelligence relationnelle, une méthode de psychothérapie, pour lui demander qu'est-ce qui rendait l'intelligence relationnelle originale? Quelles sont ses spécificités par rapport à d'autres thérapies? On va aborder d'autres questions aussi, comme par exemple comment choisir son thérapeute et la question des éventuelles futures études scientifiques pour mesurer son efficacité. Pour des personnes qui voudraient éventuellement se faire accompagner en intelligence relationnelle, Mhm. dans quel type de cas est-ce qu'elle va être particulièrement recommandée et dans quel type de cas elle n'est pas forcément adaptée ou ce serait plutôt d'autres thérapies? Je sais pas si je vois le problème comme ça. Je pense que moi, ça me paraît, en tout cas pour ce qui est de l'intelligence relationnelle, l'intelligence relationnelle étant conçue pour traiter la dissociation traumatique dans tout son spectre, il n'y a pas a priori situation dans laquelle elle ne pourrait pas convenir, au moins au début. D'accord, ok. Et qu'il faille. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres approches qui soient tout à fait appropriées pour. Ça, c'est certain, mais c'est absolument certain. Mais je ne me vois pas. Enfin, je peux pas répondre. Enfin, je D'accord. peux pas répondre à la question telle que tu la poses, parce que ça me paraît, ça fait pas sens pour moi. Ok, d'accord. Voilà. Après, je dirais que vraiment l'efficacité de la méthode a trait aussi au thérapeute, à la façon dont il est formé, à son niveau d'intégration du modèle et de pratique et de maîtrise, hein. Ok. Donc, effectivement, sur certaines situations, ce que je veux dire, sur certaines situations spécialement, enfin, assez difficiles, du fait d'une dissociation traumatique particulièrement profonde, on peut avoir des limites du fait de peut-être la méthode, mais aussi, je pense, de la façon dont elle est pratiquée. Mais du coup, Celui-là. ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a des types de traumas pour lesquels elle est particulièrement recommandée? Moi, j'ai l'impression que c'est une méthode qui est particulièrement juste à l'endroit des traumas de la relation. Mhm, Euh, pour quelqu'un, dans son mhm, enfance, dans les relations avec sa mhm, famille, où il y a quelque chose mhm, à ce niveau-là, mhm. que c'est euh, dans ce lieu-là, dans ce type de trauma-là, qu'elle a été spécialement pensée, parce que c'est vraiment une approche de la relation. Est-ce que toi, tu dirais ça? Que c'est... Non, Ouais. enfin, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, moi, cette méthode, elle n'a pas été pensée pour ça. En fait, c'est une méthode qui est Ok, empirique, c'est-à-dire qui provient, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, d'une expérience. Donc, il n'y a pas eu de programme ok, de dire il faut développer ça pour les troubles de l'attachement. d'accord. Donc, non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Ce que j'observe, c'est de façon pragmatique, en travaillant sur la dissociation traumatique. Il se trouve que on tombe toujours de façon plus ou moins profonde sur une affaire d'attachement. Donc ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui viendrait, si on pose le problème comme ça, qui viendrait en séance parce que il a été témoin 2 mois plus tôt d'un attentat ou victime d'un attentat. Donc là, on peut dire c'est clairement pas relationnel. Mm. Il est exposé à un trauma de la vie, voilà, un trauma qui n'est pas en, en- en lien avec une perturbation de la relation. Il a été victime ou témoin d'une agression. Alors on peut se dire que là, il n'y a pas le problème n'est a priori pas au niveau de son attachement et se dire, bah, on peut utiliser une méthode n'utilise pas ces paramètres-là, ce Ok, paradigme de l'attachement. ok, Et c'est vrai, c'est possible. Mais en fait, ce que j'observe, c'est que quand on travaille avec cette méthode qui est une méthode ouverte et qui est une méthode qui ne fait pas de diagnostic sur où se trouve a priori la dissociation, on se rend compte qu'il y a toujours plus ou moins associé à un traumatisme non relationnel, un traumatisme relationnel. ok, Parce que le traumatisme relationnel fait le lit du traumatisme non relationnel plus tard, ou en tout cas rend plus compliqué le fait de revenir à la sécurité quand on est un traumatisme relationnel. Donc, de toute façon, c'est toujours plus ou moins lié. Je ne pense pas qu'il y ait de traumatisme non relationnel comme ça dans l'absolu. Il doit y en avoir, mais je pense que c'est très rare. ok. Et que dans la prise en charge, on est amené à toujours trouver des troubles de l'attachement associés à ce traumatisme relationnel. En tout cas, qui vient intervenir dans la guérison de celui-ci. Ouais, ok. Je fais une petite précision pour... Mmh, nous, on voit bien ce que c'est l'attachement, mais juste pour préciser que quand on parle d'attachement, on parle de la sécurité du lien avec les parents. mmh, Et donc, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que euh, comme
la qualité et la sécurité de l'attachement avec les parents va construire Mhm, notre système interne de sécurité. absolument. Une personne qui a un attachement sécure, elle voit le monde de façon Mhm, sécurisée. Et donc, même s'il y a un trauma ou une difficulté qui n'est pas d'ordre relationnel, elle va être capable de mieux le gérer parce qu'elle a un système c'est sûr. émotionnel qui est mieux calibré. C'est ça que tu dis. Exactement. Ok. Et tout mieux le gérer soit tout seul, soit elle aura quand même besoin d'un thérapeute ou d'une aide extérieure, mais ça ira plus vite. Ouais. Oui, oui, c'est très bien posé. Et aussi une personne qui a un attachement sécure, du fait de sa façon de se déplacer dans le monde, je dirais, et de s'orienter dans le monde, va avoir une propension à détecter tout de suite le danger, à pas aller vers le danger et à se mettre plutôt dans une situation sécure. Donc il est moins susceptible d'être exposé, de se mettre dans la gueule du loup, je pourrais dire. Ouais. Cependant, on peut tout à fait avoir un attachement sécure, se trouver dans une ville et les tours jumelles s'effondrent et ça va faire un trauma. Hmm. Hein. Là, c'est-à-dire que le danger s'approche de nous. On ne va pas le chercher hein, de façon. Enfin, c'est pas qu'on va le chercher jamais, mais voilà, il y a des situations où ça vient et on ne peut rien y faire. Donc, dans ces situations-là, quelqu'un qui a qui a un attachement sécure va certainement pouvoir s'en sortir beaucoup plus facilement. Ok. Euh, qu'est-ce qui est spécifique à l'approche de l'IR par rapport à d'autres approches de psychothérapie? Mhm. Moi, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que c'est une approche du trauma qui est intégrée. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir des sécurités dans notre système de protection, des choses qui sont inconscientes, des mémoires traumatiques qui remontent pas à la conscience parce que c'est Mhm. trop violent et donc l'esprit les enfouit et nous protège. Et qu'il y a des approches de la thérapie qui vont permettre de contourner ces défenses. Ce qu'on ne fait pas en intelligence relationnelle, en tout cas, Ah ce que non. je comprends, c'est qu'en fait, s'il y a des défenses, de l'insécurité, bon, on va vraiment travailler avec ça. Mhm. Euh, Est-ce que tu dirais que ça, c'est ce qui distinguerait l'IR d'autres approches? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non, je Non? n'ai pas le sentiment. Ouais. Je pense que déjà en IFS, c'est vraiment le cœur de la pratique. Oui, oui. On va vraiment travailler avec les systèmes protecteurs en premier voilà, pour obtenir l'autorisation, dit-on dans le modèle, hein, d'aller vers les zones de fragilité, de blessure. Donc, c'est clairement dans la méthodologie de l'IFS. Et je pense que c'est aussi, autant que je peux le savoir dans la pratique de la psychanalyse, d'aller vraiment travailler sur les mécanismes de défense. Alors, il se peut qu'il y ait des pratiques. Donc, pour répondre à ta question, je ne pense pas que du tout que ce soit spécifique. Non. Au Ok. contraire, ça se relie complètement à tout un corpus de pratiques qui vraiment établit ça comme Ok. une nécessité hein, dans la pratique. Ok. En intelligence relationnelle, on peut toucher. Il peut y avoir du toucher entre le patient et le Mhm, thérapeute, mhm, donc généralement au niveau du dos, qui est un peu mhm, la zone la mhm, plus neutre du mhm, corps. mhm, Euh, euh, j'ai l'impression, je perçois que dans la culture de l'accompagnement, il y mhm, a ou il y a pu y avoir un peu de prudence par rapport à mhm, ça, pour garantir la sécurité des patients. mhm. Est-ce que ce type d'approche existe dans d'autres formes, ouais, formes de psychothérapie, ou est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui est assez spécifique à l'intelligence relationnelle? Alors, je pense que c'est ça, pour le coup, c'est assez spécifique dans le sens où, en intelligence relationnelle, on dit que c'est l'engagement, en fait, ce que tu aussi généralises un peu plus ce que tu dis sur le toucher, c'est que l'engagement thérapeutique est une clé dont on ne peut pas se passer pour traiter des dissociations très profondes, en particulier dans les troubles de l'attachement, les traumas relationnels. Qu'est-ce que tu appelles l'engagement? Alors Pour ceux qui... l'engagement thérapeutique, ça veut dire c'est la façon dont le thérapeute va s'engager dans la relation, soit de façon physique, pas uniquement le toucher, mais vraiment s'engager, se mettre à disposition corporellement, cognitivement. Et ça, pour le coup, ça je pense que c'est une caractéristique, pas l'unique, mais vraiment très importante du modèle. C'est-à-dire que dans l'intelligence relationnelle, c'est pour ça que quand j'ai appris le titre d'intelligence relationnelle, parce qu'en fait, à travers ça, on veut dire à quel point il y a une intelligence de la relation Mhm.
qui est piloté par, en particulier, notre système nerveux, qui est très parfait de ce point de vue-là. Quand on le laisse fonctionner, cette intelligence est magnifique. Quand il y a du trauma et qu'il ne peut plus fonctionner comme il est prévu pour, ça devient compliqué. Mais on peut revenir on peut comprendre cette intelligence biologique et la réinstaurer. Et c'est ça que propose le modèle, c'est-à-dire à travers une modélisation très précise de ce qui se passe dans la relation thérapeutique, y compris physique et cognitive, dans la relation entre le thérapeute et son patient, comment en modélisant ça de façon très explicite, on peut proposer des outils qui permettent aux clients, aux thérapeutes de s'engager comme une figure d'attachement thérapeutique, cette fois-ci, non pas parentale, ça c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il ne va pas remplacer le parent, mais il va pouvoir comme temporairement prendre les habits, on va dire, à travers un engagement thérapeutique conscient, une méthode tout à fait apprise et consciente, pour pouvoir aller justement à l'endroit où le système nerveux est bloqué. En gros, c'est juste comprendre que les questions d'attachement, c'est des questions de proximité, c'est-à-dire ça va toucher la question, dans l'attachement, le bébé fait une expérience, quand c'est sécure, de « je peux être en proximité d'un autre », et c'est bon pour moi. Il n'y a aucun danger d'être en proximité physique d'un autre, et psychique aussi. Ça, c'est crucial pour la constitution, pour la structuration psychique et du système nerveux, en lien avec la structuration psychique. Si cette réalité-là n'est pas intégrée, n'a pas pu être expérimentée suffisamment de fois, alors ça va se rejouer, ça va se mettre en place, ça va créer de l'insécurité, créer toute une série de difficultés plus tard. Et en fait, dans l'approche IR, on va de façon étape par étape, pas à pas, arriver à mettre en évidence cette problématique et arriver à incarner comment on peut retrouver de la proximité, y compris physique, en sécurité, et que le système nerveux de la personne puisse faire une expérience de ça à travers la figure d'attachement thérapeutique pour pouvoir réparer ces difficultés, ces problèmes-là, ces traumas de l'apprentissage, de l'attachement. Donc ça, c'est un point important. C'est vraiment un point important et qui peut, si c'est OK pour toi que j'en dise deux mots-là, qui peut vraiment poser problème parce que c'est la question du transfert, du contre-transfert, hein, qu'on aborde dans plein de méthodes et on apprend, et en particulier en analyse, à faire attention à ça. Parce qu'effectivement, si le transfert et le contre-transfert, tout ce qui se joue entre le thérapeute et le client n'est pas géré de façon précieuse, alors on passe dans des passages à l'acte et des abus. Donc, il est vrai que la contrepartie d'une modélisation de l'engagement thérapeutique, c'est-à-dire on va se donner la possibilité de se rapprocher physiquement ou psychiquement de son client, ça implique absolument que ce soit fait de telle sorte que jamais il y ait de confusion avec l'abus. Et ça peut venir très très vite. Okay. En particulier chez le thérapeute qui lui-même ne sait pas à quel endroit il est, et s'il est en train en fait, de se réguler lui-même et se faire du bien en s'occupant de son client, ou s'il est vraiment au service de son client. C'est ça le point. Alors peut-être juste pour repréciser, donc transfert, contre-transfert, le lien avec l'abus, ce que je comprends de ce que tu dis, le phénomène de transfert, c'est que tout d'un coup, en fait, c'est plus le thérapeute dans l'expérience que je vis qui est en face de moi, mais c'est mon parent, Voilà, quelque chose comme ça. ça c'est classique, c'est habituel. Ok. Et donc, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est qu'il peut y avoir aussi le même phénomène dans le thérapeute, qui a l'impression que le client, c'est son fils ou c'est sa fille. Et du coup, on rentre dans une sorte de jeu de rôle. Et donc, c'est là où on est en train de glisser vers l'abus. Voilà. Et donc, quel est concrètement le garde-fou en intelligence relationnelle qui empêche de faire ça? C'est ça. Ah, bien sûr, donc il y a des garde-fous dans toutes les méthodes normalement, et je pense que c'est vraiment le cas. Après, c'est plus ou moins appliqué, plus ou moins, ça c'est une autre affaire. Mais je veux dire que ça, le garde-fou, il est dans toutes les méthodes, normalement, les bonnes méthodes de thérapie. Alors, en IR, comment ce garde-fou est mis en place? Par la formation, donc la formation et la supervision, c'est-à-dire comment le thérapeute est formé, le temps qu'il y passe, et surtout, après, comment il se laisse observer. Oui. Parce qu'en fait, dans la formation, on apprend à s'observer, mais après, c'est comment le déploiement de cette méthodologie, qui est une méthodologie très, très puissante, mais en même temps risquée, se met en place avec suffisamment d'observation. Je me laisse observer pour bien vérifier avec un ou deux autres observateurs, souvent indépendants, si j'agis bien depuis un endroit de clairvoyance thérapeutique, de lucidité, de conscience thérapeutique, et que je reste toujours au service
en fait, de la dissociation de mon patient, pour qu'elle puisse se lever, ou bien si je suis en train de faire autre chose et que je suis en train, sans m'en rendre compte, de m'occuper de la mienne. Ouais. De façon très concrète, c'est ce qu'on voit pendant les formations où régulièrement les facilitateurs qui aident les personnes qui Ah, sont c'est dans le ça, rôle du thérapeute c'est ça. à dire qu'est-ce qui se passe en toi. Mhm. C'est un peu les deux questions clés. Qu'est-ce qui se Ouais. passe en toi, dans ton corps? Est-ce que tu sens que tu es régulé? Mhm. Et quelle est ton attention quand tu Voilà. fais ça pour faire les choses? Alors, nous, on ne dit pas quelle est ton intention, mais qu'est-ce que tu... Parce que l'intention, ça peut justement, c'est un endroit, pour moi, ça fait partie des expressions valises, parce que intention, ça peut recouvrir des choses, justement, qui sont variables d'une personne à l'autre. Donc, Ok. pour être plus clair, on va dire, par rapport au modèle, où est-ce que tu crois que tu te trouves dans la méthode? Ok. Et Ok. vérifier si l'observateur voit la même chose et la personne Ok. voit la même chose. Ouais. Quelque chose qui me paraît aussi spécifique à l'IR, c'est le fait de prendre en compte que dans ce qui se passe dans une relation thérapeutique, ou pour le formuler autrement, que en fait, quand on est en thérapie, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu du matériel de moi que je suis en train d'amener, de ma problématique, et il y a l'enjeu de ce qui est en train de se passer dans la relation thérapeutique. Et que peut-être que je suis en train de parler d'un trauma ou d'un problème de relation, mais comment je le règle? Je le règle en étant en relation aussi. Mhm. Et qu'il peut y avoir du coup une interférence ou de l'insécurité dans la relation que je suis en train de vivre avec le thérapeute. Et donc ce qui me paraît spécifique à l'IR, Mhm. c'est que on prend justement ça en compte et qu'on ne rentre pas dans l'histoire, dans l'intérieur de la Mhm. personne, Mhm. tant qu'on n'a pas établi de la sécurité Ouais. entre le patient et le thérapeute. Euh, Est-ce que toi tu le vois aussi comme ça, comme quelque Absolument. chose qui est assez spécifique à Tout à l'intelligence fait, ça, il y a relationnelle? plusieurs spécificités, mais ça en fait partie, et Ouais. tu le soulignes très justement. C'est-à-dire, soit effectivement, on ne va pas inviter la personne à faire aller dans l'introspection, tant que on n'est pas certain en tant que thérapeute qu'il est suffisamment en sécurité avec celui avec qui il échange, Mm. c'est-à-dire que cette personne-là est vraiment sécure. Ou bien si dans le cadre de la séance, on se rend compte qu'il est dans l'introspection, on a cru que c'était sécure, mais que ça devient insécure, alors on va le noter et pour revenir à la sécurité. Parce Ouais. que cette question-là est fondamentale, parce que on est habitué du fait de nos systèmes d'adaptation et de dissociation à se confier à des gens dont on n'est pas sûr qu'ils sont sécures. Mm. Comme, voilà, on pense que c'est normal même de se confier sans avoir vérifié la sécurité. Ça réinstalle la dissociation en fait. Et donc le thérapeute hier va être très très attentif à vérifier ce point Ouais. et à vérifier que tout ce qui se passe à l'intérieur entre le patient et lui-même se fait aussi consciemment chez le client un espace sécur avec son thérapeute. Mm. Et on va lui apprendre que si c'est pas, on va lui montrer que si c'est pas le cas, alors c'est mauvais pour lui et on va pas enclencher de nouveau les patterns anciens de se dévoiler à quelqu'un quand on n'est pas absolument certain qu'on est suffisamment en sécurité. Ça c'est Mm. clair. Mm. Mm. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui souhaiterait se faire accompagner en intelligence relationnelle Mhm. de regarder chez son thérapeute? Mhm. C'est quoi les qualités d'un bon thérapeute? Mhm. Excellente question. Je pense que cette question est vraiment très bonne à poser parce que Ok. je pense que ça. Je te remercie parce que ça vraiment, à cette question, ce que j'entends que tu veux dire, c'est redonner, enfin, sa pleine liberté. Enfin, comment dire, indiquer au client qu'il a, lui, il a une liberté qu'il doit mettre en acte et vérifier, prendre une responsabilité, c'est une façon un peu dur de dire ça, mais vraiment sentir, se donner lui, vérifier véritablement, sentir si la personne en face de lui est une personne qui peut suffisamment compétente. Je viens de le dire, c'est une autre façon de le dire. Alors, donc d'abord, le premier point, c'est vraiment le sentir et ne pas me donner, comme j'ai pu le faire dans le passé, et me livrer à n'importe qui. Bon, premier Ok. point. Après, comment il va s'en rendre compte? C'est difficile parce que la personne ne connaît pas la méthode. Moi, ce que je dirais, techniquement, pour rentrer dans les aspects techniques que seul le superviseur pourrait voir, je dirais, c'est d'abord se renseigner sur ses compétences, c'est-à-dire voir sur le site où il est inscrit, notre site à nous, s'il est... voilà, d'abord, aller voir un thérapeute qui est sur le site, parce que sur le site, il y a un minimum d'exigences, un minimum d'exigences.
pour qu'un thérapeute soit sur le site. Ensuite, il va y avoir des thérapeutes certifiés, donc qui seront rentrés dans un processus de certification qui garantit un certain niveau de compétence par nous, par le STF. C'est un premier point. Après, ça, c'est les aspects de forme. Après, je dirais que dans la séance et dans l'expérience thérapeutique, ce qui est vraiment important, c'est que si le thérapeute, le client se sent a l'impression que son thérapeute il n'est plus le centre, qu'il y a une forme d'indélicatesse, ou que ça tourne en rond, ou que genre, tout de suite, c'est pas prendre, voilà, euh, c'est pas moi qui ai le problème. Parce que souvent c'est ça qui se passe. Bah oui, c'est moi qui ai le problème, c'est moi qui suis difficile, c'est moi qui ai le problème. Donc mon thérapeute, il fait ce qu'il peut. Peut-être, mais en fait, c'est mettre ça dans le champ et dire voilà, moi, je ne me sens pas à l'aise, ça n'avance pas. Rendre explicite vraiment ce qui ne lui convient pas dans la relation thérapeutique ou dans le travail. Et voir comment le thérapeute réagit à ça. Est-ce que il y a des papiers, de la recherche en cours ou peut-être à venir Mhm. pour mesurer l'efficacité du modèle ou Alors, c'est pas encore le cas? non, c'est pas encore le cas, et c'est vraiment ce que je souhaite. Donc pour l'instant, la méthode n'est pas encore publiée. Elle va l'être dans le cadre d'un article en langue anglaise qui va être diffusé dans un livre collectif qui va apparaître chez Norton fin 23, début 24. Donc là, ce sera le premier article académique. Il y aura un livre que je vais publier en 24-25. Donc on est vraiment à la base de ça. Tant que ça c'est pas fait, on ne peut pas imaginer de recherche académique. Donc pour l'instant, il n'y en a pas, c'est normal, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas à pas. Et donc, il n'y a pas encore de recherche académique, Ok. et pour le moment, non. Ouais, ok. Et je le souhaite. C'est-à-dire Ok. que la méthode puisse passer par devenir une méthode éprouvée par la science. On a dit evidence-based medicine, Ouais. c'est-à-dire qu'on puisse rentrer dans cette catégorie, le Oui. moment venu. Ok. Un des socles sur lesquels elle s'appuie, enfin, ou dont elle est dérivée, l'IFS, pour le coup, je Les crois, est bien evidence-based, ouais. reconnu, ouais, Ouais, et de façon assez consensuelle. il Ouais. y a un consensus, et en plus, il y a des recherches qui Ouais. montrent une efficacité. Donc, elle est maintenant qualifiée de evidence-based. Ouais, Ça, aux États-Unis, hein, c'est ça, oui, c'est par ça. l'administration. Oui, mais aussi, du coup, ça a une valeur scientifique internationale. D'accord, ok. Parce que il y a des travaux de recherche. Donc, c'est vrai que l'administration américaine le classe là-dedans, mais c'est aussi de ce fait reconnu. Parce que c'est basé sur les recherches scientifiques, c'est reconnu par la communauté. Ceux qui le veulent, en tout cas. Ok. C'est quoi c'est un- une institution universitaire Alors à part exactement, internationale? C'est non, un organisme. je pense qu'aux États-Unis, non, je pense il y a quand même un comité. Il y a un comité, je ne sais pas si c'est de nature, je pense que c'est public, que c'est pas des intérêts privés, qui qualifie l'approche comme evidence-based, basée sur les preuves, avec plusieurs niveaux. Il y a plus ou moins, il y a une gradation. Oui, donc ça c'est un organisme qui Ça, dépend je pense, du oui, ministère de j'imagine, la oui, Santé. j'imagine, oui, que c'est dans cet ordre-là. Ok, on parle de ça, hein. C'est ça? Ouais, ok, d'accord. Ok. Euh, est-ce que sur les autres aspects, parce que l'intelligence relationnelle est dérivée aussi inspirée de l'IFS, mais aussi d'autres approches, Mhm. est-ce que dans le corpus de ce qui a été intégré, il y a d'autres choses comme l'IFS qui ont cette reconnaissance Bah, la théorie de l'attachement, elle est maintenant reconnue la théorie de l'attachement, internationalement, ouais, elle est ouais, ouais. complètement reconnue. Alors, ce qui est le modèle théorie de l'attachement, ce qui est, à mon avis, pas le cas encore, c'est les méthodes thérapeutiques, psychothérapeutiques qui visent à traiter l'attachement. Je ne suis pas sûr. Il y en a qui sont maintenant qui sont abordables, hein. Il n'y a pas que la méthode d'intelligence relationnelle. Je n'ai pas connaissance, mais je peux me tromper que ces méthodes-là, comme AEDP ou ICV, soient des méthodes qui soient reconnues, enfin, passées par l'épreuve par l'evidence-based, Ok, je pense pas non plus. ok, En tout cas, la théorie elle-même, ok, elle est, elle est reconnue, elle fait ok, consensus dans ok, la communauté scientifique. Ouais. ok. Qu'est-ce que tu... Ce sera la dernière question. Qu'est-ce que tu as comme euh, indice de l'efficacité? Est-ce que, en termes de retour des clients ou de retour des thérapeutes, est-ce que tu observes des choses particulières? Oui, ça c'est clair. Moi, j'ai un florilège de témoignages vraiment enthousiastes de gens qui sont vraiment, qui me remercient, enfin, qui sont Ouais, vraiment très, dans plein de gratitude de l'effet de la méthode sur eux.
Euh, c'est sûr. Ok, Alors, je Ok. dirais, bon, ok. ça c'est clair, et c'est ce qui m'invite à continuer. Alors, est-ce qu'il y a aussi des gens qui en font des expériences plus ou moins bonnes? C'est possible aussi. Ouais, ok, En tout cas, moi, ce qui m'est ok. principalement remonté, c'est ce témoignage de gratitude. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en disent les thérapeutes? Est-ce qu'il y a des thérapeutes qui ont déjà un parcours, une formation, qui en sont venus à l'IR, qui ont observé une différence, quelque chose de nouveau, qui sont devenus un peu Alors, enthousiastes de la méthode? probablement, mais j'ai pas de témoignage direct là-dessus, D'accord, de ok, gens qui me disent, tiens, d'accord, j'ai pas de témoignage là-dessus. ok, J'ai l'impression que certains passent vers l'IR, d'autres continuent à pratiquer aussi d'autres méthodes. Je n'ai pas de, j'ai cette impression-là. ok. J'avais eu la perception, je ne sais plus qui Ouais. m'avait dit ça, mais que beaucoup de praticiens hier avaient leur cabinet vraiment rempli, Mhm, qu'il y avait presque plus de demandes que d'offres. mhm. Est-ce que tu as cette perception-là? Je suis pas étonné de ce que tu me D'accord, dis. ouais, Là, ça doit se dire au sein de la communauté, disons. d'accord, Moi, j'ai pas ce retour-là, mais je suis d'accord, pas étonné. ok, Voilà, c'est toi qui tu m'en informes, mais je suis pas étonné. ok, ok. Je n'ai plus la source, je ne me souviens plus qui m'avait dit Je ça. suis pas étonné. Ok, merci François. Merci, Jean-François. Si cette interview vous a intéressé, alors je vous invite à jeter un œil sur les 2 liens qui se trouvent dans la description. Le premier lien, c'est pour les personnes qui s'intéressent à titre personnel à l'intelligence relationnelle. Si vous cliquez dessus et que vous me laissez votre email, je vous enverrai un kit pour vous aider à vous autoréguler et un lien vers l'annuaire des thérapeutes en intelligence relationnelle. Si vous vous intéressez à l'intelligence relationnelle à titre professionnel, alors si vous cliquez sur le deuxième lien et que vous me laissez votre email, je vous enverrai une fiche qui résume les différentes formations qui existent par rapport à l'intelligence relationnelle.